Bonjour, bienvenue. Nous sommes ici pour une rencontre avec Edgar Secloka, auteur de romans ados-adultes, musicien, chanteur, compositeur, et qui finit ici la résidence de la cave, puisqu'il était à Argenteuil pendant un moment, et donc on finit cette résidence en venant chez nous. Bienvenue Edgar. Bonjour, merci de m'accueillir. J'ai fait une petite présentation très rapide, mais est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Edgar Secloka. Je te regarde ou je regarde Ah ouais. Donc en fait, je suis Edgar Secloka et donc je suis auteur. Enfin, moi, je me définis comme auteur, compositeur, interprète. Ce que ça veut dire, c'est que la base de mon travail, que ce soit en musique ou dans mes ouvrages, c'est l'écriture, forcément pour les ouvrages, mais la recherche de sens. Et puis après, ça prend différentes formes. J'ai sorti 4 ou 5 projets musicaux, et depuis 2010. Et donc là, c'est mon 3e roman, 5e ouvrage, pareil depuis 2010. Et ben voilà, ça fait 15 pièces, je suis assez content. Et donc tu as commencé par quoi? Par l'écriture de romans ou la musique? Qu'est-ce qui est arrivé en premier? L'écriture en général, c'est-à-dire que je suis d'une famille où les gens parlent facilement et s'expriment vraiment très bien. Et moi j'étais timide, bloqué dans ma timidité comme beaucoup de jeunes. À cette époque-là, ma sœur m'a dit « mais tu devrais écrire, ça peut être une façon de parler ». Et donc c'est par ce biais-là que j'ai laissé parler mes émotions. Et d'abord c'était l'écriture de poèmes, des choses que je pouvais ne pas dire justement à mes proches. Et puis ensuite, ils sont venus les premiers émois amoureux notamment. Et puis après, la réflexion, mais ça très tôt, hein, quand je dis c'est primaire, collège, quoi. Voilà. Et donc ça avait des formes très marrantes que je ne donnerai pas là, mais c'était très drôle. Et puis ensuite, la musique, toujours par le biais de ma famille, c'est ma sœur qui me met une cassette de rap dans les mains. Rap américain à cette époque-là, EPMD, voilà, et puis je trouve ça vachement bien, mais je comprends pas les paroles, donc je cherche à voir si elle est l'équivalent en français. Et je découvre le rap français, et puis alors là, pour moi, c'est une révélation, parce que ça allie les deux, et le texte et la musique. C'est ça, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Qu'est-ce qui sert? Est-ce que vos textes littéraires, du coup, ont basculé dans la musique? Ou est-ce que vous rajoutez le son à des paroles que vous aviez écrites avant? Ou est-ce que c'est un travail complètement séparé? Enfin, en tout cas, pas la même démarche, même si c'est la même écriture qui existe derrière. Et ben en fait, je crois que vraiment moi c'est déjà pour moi l'écriture c'était pas, enfin je publiais, je ne me disais pas que j'allais pouvoir publier. L'écriture c'est très grave quand même ce qu'on nous met dans la tête. L'écriture c'était réservé à une élite et forcément moi je n'y appartenais pas. Pourtant ma famille c'était littéraire, hein, mais il y a un truc dans l'éducation citoyenne, nationale et familiale que j'ai reçu qui a fait que pour moi écrire c'était un petit truc pour moi, quoi. C'était mon jardin secret. Et je dis ça parce que ça, je ne m'imaginant pas pouvoir écrire, quand je fais mes premiers textes de rap, je ne considère pas ça comme de la poésie. Donc je fais une différence entre le rap et la poésie. Et je me dis, par contre, je veux essayer aussi à la poésie. Et c'est très grave, en fait, de penser comme ça, parce que le rap, c'est éminemment de la poésie, en fait. C'est la qualité de ce que tu proposes, la réflexion et les strates qu'il peut y avoir dans ton écriture et dans ta langue, qui vont déterminer si c'est de la poésie. Et quand bien même ce serait très, très, très mauvais, certaines personne pourrait trouver ça poétique, donc à partir de là, voilà. Mais moi, c'est vrai que j'avais quand même une idée assez classique de la littérature, de la poésie, et le rap, c'était une récréation. D'accord. Et
Et j'ai compris qu'en fait, non. Voilà, mais avec le temps. Mais ça se sent, parce que quand on lit notamment les premiers textes, on sent une dynamique, un rythme dans l'écriture qui fait tout de suite penser justement au rap, au slam. Il y a quelque chose de très haché, de très brut. Puis en plus dans la collection Exprime, il y a une bande son qui est proposée. Ouais. Et ça, je l'ai gardé. Ça, c'est une très bonne idée qu'ils ont eue, je trouve, parce que. Mais il y a aussi un truc un peu pompeux dans la littérature, je trouve, française, qui fait que, en fait, c'est tellement. On aime les mots, et c'est tellement noble, c'est tellement fort, c'est tellement. Qu'en fait, les mots se suffisent à eux-mêmes, on peut pas les allier à d'autres arts. Ça, je pensais ça, hein. Et quand Exprime me propose de. Je trouve ça, au départ, ringard, je me dis ça, c'est vraiment des trucs d'une collection qui n'est pas vraiment sérieuse, presque. Qui fait ça? C'est vrai, ils n'étaient pas grands. Qui fait ça en France, hein, parce que la littérature. Et donc, pour moi, c'était presque pas bien. Et puis, avec le temps, j'ai compris qu'en fait, déjà, les arts échangeaient les uns avec les autres, et que c'était bien de pouvoir faire correspondre pour aider à la compréhension du texte. Et ça m'aidait moi aussi dans l'écriture de l'intrigue. Donc, c'était une bonne chose. Pour ce qui est du rythme, par rapport à ce que tu disais, c'est le rythme. Alors, moi, je crois maintenant avec le temps. Avant, je répondais à cette question en me disant oui, c'est vrai, il y a du rythme peut-être. Mais en fait, je crois qu'il y a forcément du rythme quand on écrit, mais naturellement, un texte, et que c'est parce que je chante qu'on lie ça forcément à un truc musical. Mais moi, quand je lis, il y a un rythme, donc potentiellement une musique. Je veux dire, quand je lis quelque chose qui n'est pas de moi. Après, il y a vraiment, je pense, à votre deuxième roman, là, Adulte à présent. Alors, vous allez me dire, parce que moi, ça m'a surpris quand je l'ai lu. Toute la première partie, où ça se passe au Cameroun, il y a vraiment une écriture très hachée, presque. Je me suis demandé, en commençant à lire celui-là, où on parle de l'écriture avec le dialecte, si c'était pas de ça qu'il s'agissait. Parce que ce roman se passe dans un premier temps au Cameroun et dans un deuxième temps à New York. Et il y a vraiment une écriture particulière dans la première partie et après ça quelque chose de beaucoup plus fluide, plus coulant dans la deuxième partie. Et voilà. Eh ben, voilà, en fait là je trouve ça juste dans l'idée, c'est-à-dire qu'en fait je pense, mais ça je le vois avec le temps, qu'il y a une répartition dans ma langue, forcément de mes origines, donc de mes cultures. Et en fonction, c'est comme un accent, je sais pas, imaginons, on est en Bretagne, et puis quelqu'un qui vit à Paris et qui retourne en Bretagne parce que c'est là c'est de là qu'elle vient originellement. Et elle retrouve des automatismes même dans la langue qu'elle n'a pas quand elle est à Paris. Je sais pas si... Ouais. Du coup, c'était volontaire ou c'était involontaire ce changement d'écriture? Alors, je pense que c'est d'abord involontaire. D'accord. Et puis après, c'est très réécrit une fois qu'en fait, le mouvement est insufflé, quoi. Ah, c'est génial. Ouais. Mais par contre, après, c'est très... Oui, mais là, il y a plus dans le cœur qui pousse. C'était très, très dur parce que, en plus, là, je parle d'une langue que la plupart de mes lectrices ne connaissent pas. Donc, ils l'ont pas dans l'oreille. Donc, c'est très dur pour eux. Donc là, ça essaie de convaincre. L'histoire de ce roman est compliquée parce que il faut convaincre l'éditeur de publier quelque chose dont il est à peu près sûr que les gens ne vont pas avoir dans l'oreille, donc potentiellement pas comprendre. En plus, j'ai ajouté l'écriture inclusive, qui peut rebuter. L'éditeur, par exemple, l'éditeur de Sarbacane n'a pas voulu en disant c'est puissant, mais ça ne correspond pas. Nous, on veut des histoires, comment on appelle ça, des aventures là, des voyages. Ils ont un mot. Des récits initiatiques, des choses comme ça. Ouais, moi, c'est plus à Kerouac, mais discount, quoi. Truc
Voilà, ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça. Voilà. Et après, j'étais voir un autre éditeur, Juma, qui était intéressé, mais je pense qu'elle avait aussi ce problème de la langue qui peut pitching. C'est étonnant parce que ça, enfin moi je trouve que ça gêne pas à la lecture. Moi j'en suis convaincu. Moi j'en suis convaincu et je pense que si j'avais été Chamoiseau ou Condé, ça aurait eu un autre. Non, parce que forcément, en fonction de l'auteur, il y a une autre lecture du texte aussi. Donc, mais voilà, donc du coup. Et du coup, pour rebondir sur les sujets, parce que vous me dites, ces deux-là, ils étaient bien chez Sarbacane, celui-là, ils en ont pas voulu. Ouais. Moi, pour avoir lu ces deux-là, les sujets sont très très noirs. Oui. Celui-là est un petit peu différent, mais a des rebondissements finaux a priori. Ouais, non, mais c'est. C'est une écriture coup de poing qui. Oui, ouais, alors c'est sûr. Ouais, bon, franchement, moi je les trouve pas noirs. J'écoutais la radio tout à l'heure. Non, mais vraiment, je les trouve pas noirs. Je trouve que c'est. Je comprends qu'on puisse trouver ça noir. Mais je trouve finalement plein d'espoir parce qu'en fait, ils sont juste. Lucides, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent le monde en face de nous et ils cherchent pas à tricher avec. Bon, si c'est comme ça, comment on fait pour que ça soit un peu respirable, c'est le terme, pour pas étouffer. Voilà. Donc à la fin, il y a quand même des ouvertures. Et là, ils se retrouvent tous les deux. Enfin, c'est pas grave. Je sais pas si on spoil. Mais... Oui, bien sûr, c'est pas un problème. Il y a des ouvertures, ils se retrouvent tous les deux. Donc en fait, quelque part. Oui, mais dans quelles conditions? Enfin, oui, après quel historique, après quel vécu? Ils vont effectivement. Alors, les deux personnages principaux, du coup, on spoil. Il y a une jeune femme camerounaise, qui fuit en fait la dictature et qui arrive aux États-Unis et qui rentre. Alors, ça s'appelle pas dictature en réalité, parce que oui. C'est voilà. Moi, alors, honnêtement, je ne connaissais pas l'histoire du Cameroun en fait. J'avais une image très fleur bleue et désuète. Quand j'ai lu le texte, je me suis dit ah mince, ah oui, c'est pas si rose que ça du tout. Et ça c'est 2008. C'est-à-dire que là on est 2016, donc ça fait les événements qui se passent, qui sont relatés là-dedans, c'est de 2008. Donc oui, il s'agit de massacres, puis de volonté de démocratiser le pays et ça marche pas bien. Donc pas du tout. Ça ne marche pas en fait. Voilà, donc c'est la fuite d'une jeune fille et elle arrive malheureusement dans un quartier pauvre et gangréné par la drogue où elle va rencontrer le fils d'un des trafiquants. Et donc petit trafiquant, oui. surtout le fils d'une famille en échec. Lui, il était promis à une belle histoire dans le sport, il se blesse, il finit caissier au Walmart où sa future femme travaille. Donc ils sont dans un déni, elle se réfugie un peu dans la religion. Enfin, donc il y a quelque chose de très dépressif, voilà, chez les parents, chez cette fille qui fuit. Pour moi, elle est pleine de vie, beaucoup plus que lui d'ailleurs. Oui. Et donc, voilà, ils se retrouvent là-dedans et comment ils vont s'en sortir. C'est ça, et comment ils vont traverser les épreuves qu'elle a vécues et que lui va vivre, et qu'ils vont vivre ensemble d'ailleurs. Mais voilà, ils partent pas sur un chemin des plus faciles. Non, mais quand... non, mais lui non plus, il part pas sur... Voilà, mais c'est des finalement, c'est des cercles familiaux qui sont très... Moi, j'ai été très chanceux. Vraiment, dans ma vie personnelle, j'ai eu beaucoup de chance, vraiment. Beaucoup d'amour, beaucoup on m'écoute, la confiance, et de machin, bref. Mais plus je prends de l'âge, et plus les histoires de mes proches, c'est de la rigolade. Une amie très proche mais son histoire, c'est une fille très généreuse, très douce, très bienveillante, mais son histoire, c'est qu'elle perd, et je pense, de toute façon, on s'inspire de ces récits. Mais bien sûr, elle perd son frère, elle a 11 ans, d'une overdose. Et ça, c'est dans les 80. Moi, ma mère donc habitait à Puteaux, petite bourgade très riche.
où a priori, il n'y a pas tout ça. Donc moi, je suis dans Bambi. Voilà. Et donc ça a vraiment existé. Mais moi, je ne mesurais pas ce que ça voulait dire. Je veux dire, elle est triste. Donc c'est des choses vraiment qui existent. Ça, le Cameroun, bon, pareil. J'ai une partie de ma famille qui vit au Cameroun. Il y en a un on s'appelle homonyme parce qu'on a le même prénom. Et ben, il vit pas la même. Il a les mêmes images que nous. Par contre, mais il vit pas du tout la même vie. Donc, il considère que quand on est ici en Occident, on est sur le terrain. Ça veut dire qu'être au Cameroun, c'est être sur le banc. Oui. Ah oui, c'est ça la violence, c'est ça. Lui, et vous dites, je comprenais pas, je voyais même pas ma chance, je vivais, j'étais heureux, tranquille. Et ça, c'est, ouais, donc c'est, je sais pas si il fallait que je le comprenne plus tôt, ça, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que c'est bien en tout cas de le donner à voir, et après les gens font ce qu'ils veulent, parce qu'en fait, c'est vraiment. C'est une réalité. C'est une réalité. Et du coup, j'en viens au petit dernier là. On s'est pendant très longtemps posé la question si c'était autobiographique. Ah oui, lui, Et puis... autant là il y a des bruits, ouais, lui. Oui. Ouais, là c'est de ma mère. En fait, du coup, je crois que ces trois-là, c'est pas un triptyque, mais je pense qu'ils sont très liés dans l'écriture, dans mon évolution. Et du coup, celui-là, il vient boucler quelque chose que j'avais à résoudre, je pense, avec ma famille et notamment ma mère. Ouais. Mais il y a quand même une fin déstabilisante qui fait penser au tout dernier moment qu'en fait c'est pas une autobiographie comme on croyait, que c'est une autofiction. C'est une autofiction, ouais. C'est pas une autobiographie, pardon. Ouais. Mais c'est basé, tout ce qui la concerne, et même quasiment la plupart des choses, à part donc cette fin, que j'ai. Ouais, c'est quasiment vrai. Enfin, c'est pas quasi. Et du coup, pourquoi cette fin? Pourquoi cette fin? Pourquoi être allé jusqu'au bout de la biographie finalement? Cette fin. Alors la fin, elle est quand même hyper romancée, donc pour ça, c'est pas vrai. Mais il y a deux choses. Une chose où je voulais pas qu'on dise que c'est noir. Et donc là, j'ai pas cette impression. Je voulais absolument pas. Donc voilà, il y a un peu ce truc de finir sur une fin un peu moins sombre, on peut dire ça comme ça. Et puis il y avait ma volonté, alors ça c'est peut-être très, mais non, je dirais pas musical, mais de terminer avec la dédicace. Parce que cette dédicace, je l'ai eu très tôt en faisant. D'accord. Et je voulais que ma mère lise ça. D'accord. Voilà, parce qu'elle m'a souvent dit t'écris, mais ce serait bien que. Ce qu'elle dit dans le bouquin. Faudrait que tu m'écris parce que ma vie était. Ma mère est vraiment comme elle est dans. C'est une personne qui a peur de pas grand chose. Et donc, ouais. Et donc les premières. C'était pour elle. C'était pour les photos, tout ça, c'est elle. Ça, c'est elle. Parce que. C'est elle, ouais. Les photos, c'est elle. Le garçon, bon, à l'époque, sur le passeport, on pouvait mettre la photo de ses enfants. Et donc là, c'est mon frère. D'accord. Ouais. C'est pas sinon que. C'est pour ça, ça creusait le côté vraiment biographique. Et puis. Et je pense que ces deux-là existent pour celui-là. En fait, D'accord. c'est pour ça que je dis que. Et j'ai l'idée du prochain et je pense que ce sera complètement. Je pense que c'est complètement différent. Donc vous êtes en train d'en écrire un autre là en ce moment? J'avais l'idée depuis longtemps. Non, je vais écrire cet été. Enfin, je vais commencer. Et le sujet sera dans la lignée de cela ou complètement non, non, ça n'a rien à voir. C'est plus une histoire où j'imagine quelqu'un qui aurait un super pouvoir. Donc c'est un peu science-fiction. Mais c'est inspiré de la ville dans laquelle j'ai grandi. Donc ce serait un peu. Vous avez peut-être vu Terre Sainte de Mohamed Bougarsar. Bon, il imagine, pour parler en fait de la religion, il crée une cité et donc moi je vais créer aussi une ville comme ça, qui n'existe pas, pour pouvoir dire ce que je veux sur plein de villes qui existent, notamment la commune dans laquelle j'ai grandi qui s'appelle Puteaux et qui pourrait être vraiment
pas, une parabole du Cameroun. D'accord. Et peut-être un peu aussi de la France par endroit. Donc je vais vraiment. Et donc l'idée c'est ce personnage-là qui a des super pouvoirs, qui est intouchable et qui est plutôt rêveur. Il y a beaucoup de moi là-dedans. Et j'ai créé ce personnage pour pouvoir vraiment, un peu comme dans le film Bernie de Dupontel, là où il y a beaucoup, pouvoir taper physiquement les gens que je ne peux pas taper. Alors il y a beaucoup de politiques, et donc il se retrouve avec ce pouvoir où lui il peut taper les gens, et lui on peut pas avoir. Et donc, du Il coup, est intouchable. Mais par contre, il y a une petite histoire d'amour où la colère, par exemple, qu'il peut avoir pour une personne, il ne peut pas l'avoir en retour. Mais c'est pareil pour l'amour. Et donc, si il tombe amoureux de quelqu'un, elle peut pas. c'est pas très gai. Ouais, il fallait que. Mais ça va maintenir un peu l'intrigue. Je trouvais ça. Mais donc, du coup, ce que vous me dites, c'est que vous avez les personnages, vous avez le cadre, et donc vous n'avez pas encore commencé à écrire. Si, j'ai commencé, mais j'ai commencé il y a. C'était pendant la pandémie, donc il y a un petit bout, mais j'ai dû arrêter parce qu'il y avait l'album qui sortait. Et du coup, vous écrivez dans quel contexte? Chez vous, tout seul, sur un coin de table, dans un café? Mais ce que je préfère, je crois, c'est quand il y a un événement heureux. Bon, c'est peut-être un peu. Mais j'aime bien quand il y a un peu de bonheur autour et qu'on me laisse tranquille. Ça, c'est ma vie rêvée. C'est-à-dire qu'il y a du bonheur, de la famille ou des amis, et moi, j'y vais quand je veux. Voilà, mais ça, c'est là où j'écris. Donc, pas de rituel d'écriture réellement. Pas d'heure favorable, c'est plus le contexte. En fait, je les cultive pas. Je pense que la nuit, ça vient plus vite, il y a plein d'idées, mais moi, je me lève pas du tout pour. Si elle reste pas, d'ailleurs, je crois que c'est un truc que j'ai piqué à ma mère. Si elle reste pas, c'est qu'elle doit pas rester. Je me prends pas du tout la tête avec ça. Par contre, il y a un état dans lequel j'aime être, c'est quand je. Il y a cette belle chanson de Ben Mazué qui s'appelle Quand je marche. Et ben, moi, quand je marche, apparemment, il y aurait un truc dans ma tête qui fait que quand je marche, là, c'est là où j'ai les. Mais je cultive pas ça. Si je marche et que l'état arrive, voilà, mais je vais pas le chercher. D'accord. Pourtant, ça viendrait vite, je vais pas le chercher. Je reste dans la vie que je dois avoir, quoi. Et donc, du coup, je fais un parallèle avec vos chansons. L'écriture, du coup, littéraire a tendance à être un travail solitaire, même si vous me dites que, du coup, ça se passe avec la famille, avec le monde autour. Et la musique, est-ce que c'est pareil? Parce que normalement, la musique, ça se fait avec un groupe, ça se fait avec des arrangements, avec des instruments qui s'ajoutent, avec... Ouais, non, en tout cas, l'image qu'on en a est plus collective que celle de l'écrivain. Si elle est romancée, elle me plairait. Moi, j'aimerais travailler comme ça. C'est-à-dire, ça coûte très cher. Ça, c'est un privilège de pouvoir avoir des musiciens, être là, penser, être en résidence. Il faut vu la machine industrielle. Avant, ils m'ont mettait 4-5 albums pour développer un artiste. Non, mais pas 4-5 vues. Enfin, c'est 4-5 secondes. Donc, c'est plus possible. Au contraire, je trouve que l'industrie a individualisé la musique et donc, du coup, on est plus, je trouve qu'on est beaucoup plus fait pour créer ce que j'appelle, moi, les premiers manuscrits, les premiers essais, les premières couches, qui peuvent devenir les morceaux finaux. Parce qu'on va tellement vite que même prendre le temps, c'est un luxe. Moi, je prends le temps. En gros, j'ai entre 2 et 3 ans entre mes projets. Mais pourquoi? Parce que je fais plein d'ateliers en parallèle et je fais des concerts qui me permettent de le défendre. Et les gens, ils sont dans un truc de on donne, on livre. Plus tu livres, mieux c'est parce que du coup, tu as le retour. C'est de la musique jetable. Voilà. Il y a beaucoup de, je trouve, musique jetable parce qu'en fait, il faut juste donner. Peu importe ce qu'il faut donner. Et donc ça, c'est un travail très solitaire. Beaucoup de la musique électronique, alors même sauf dans les groupes, hein, mais sinon c'est un travail très solitaire. Moi, la chance que j'ai, mais je fais une musique bourgeoise. Mon rap, il est très bourgeois parce que je vais d'abord avoir une idée. J'ai déjà une équipe depuis un moment, donc c'est peut-être eux qui vont me donner des idées aussi. Et à partir de là, sur un texte, si ça fonctionne, j'y vais. Mais en général, là, je pense au morceau là, qui s'appelle Il lui manque, qui est sur l'album
il lui manque les mots. Il lui manque les mots, c'est le titre du morceau. Il est sur l'album Un peu de sucre que j'ai sorti là en novembre. Et c'est une chanson qui est dédiée à ma mère et qui raconte, ça pourrait être la bande originale du livre. D'ailleurs, il doit être Il est mis dedans? Je pense. Ouais, dans la liste, je pense qu'il est dedans. Oui, je crois, je l'ai vu. Ouais, il est dedans. Et donc ce morceau. C'est à la fin. C'est à la fin, oui. Oui, j'ai vu. Et ce morceau, ouais, ben pareil, ce morceau, il a eu 3 versions, plein de discussions, mes rencontres avec les musiciens. Donc c'est tout ça qu'il y a dans. Mais non, c'est en fait avoir l'opportunité et la chance c'est un privilège de pouvoir travailler avec. Donc c'est finalement, moi je considère qu'on est vraiment très très seul. Moi, le seul moment où je me considère libre dans ma vie en général, c'est au moment où j'écris. Le premier jet surtout, parce que le deuxième, ça y est, il y a une réécriture. Parce que le premier jet, qui est très mauvais en plus, le merde. Et quand je suis sur scène, parce qu'il y a ce qu'on doit faire et ce qui se passe. C'est-à-dire ce que mes émotions me disent. Et moi, je me laisse assez porter. Donc si je me laisse porter, je considère que ça veut dire que j'ai pas de blocage. Et donc c'est qu'il y a vraiment de la liberté. Et quand je réécris, c'est la liberté déterminée parce que je sais ce que je dois réécrire par rapport à ce que je veux dire, par rapport à moi. Donc déjà, c'est contrainte. Ouais. Et donc, j'ai vu aussi que tu faisais des ateliers d'écriture, des choses comme ça, notamment en Seine-Saint-Denis. Est-ce que c'est aussi dans un but justement de retrouver du collectif, de faire un partage avec plutôt Seine-Saint-Denis, ça fait le lien aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui te permet aussi de nourrir ton écriture pour la suite? Eh ben, les ateliers, quand je commence à écrire, quand je commence à en faire, avec ce roman-là en fait, donc à l'époque j'étais dans un groupe qui s'appelait Milk Coffee Sugar, voilà, où il y avait Gaël Faye notamment, et en fait avec ce premier livre-là, on a eu pas mal de rencontres, on a fait pas mal de rencontres, et du coup on nous a proposé des ateliers. Moi j'y vais à cette époque-là en me disant c'est sympa mais je pense pas que je ferai ça toute ma vie. Non pas que j'aime pas, mais le cœur de mon projet c'est l'écriture, c'est la réflexion, il faut que je lise, il faut que j'ai du temps pour être en résidence, penser le monde. Et aujourd'hui, je pense que c'est les ateliers qui m'ont fait grandir. Donc en fait, oui, parce qu'il y a justement, il y a cette notion de groupe qu'il peut y avoir dans la musique, dans l'écriture, mais c'est surtout que je suis pas déconnecté des gens. Je suis pas en vasco circuit fermé avec moi, ce que je pense, ça peut être très bien à des moments, et puis je peux soumettre, et puis on me soumet, donc en fait c'est un cadre, parce que des ateliers d'écriture, j'en fais alors très bien dans les écoles, à Saint-Denis, j'en fais beaucoup, partout, vraiment, en Ile-de-France, sur les îles, là, en Guadeloupe, Martinique, en Haïti, enfin j'en fais partout. Et c'est un super passeport pour rencontrer l'autre, avoir des personnes qui racontent leur histoire. Et il y a plein de choses que je m'interdis d'utiliser, qui sont des phrases mais tellement belles, tellement fortes, que j'ai eues dans aussi club de lecture, association Enlivrez-vous à Saint-Ouen, c'est des grands lecteurs, lectrices, et on a fait un truc incroyable. Donc on a même fait une pièce à la fin. Donc il y a vraiment, et ça m'enrichit, presque autant qu'un livre. Mais d'une certaine façon plus, parce que c'est des gens, il y a une vie et il y a aussi l'effort. Parce que le seul effort qu'il y a, qui est quand même un effort, quand on lit, c'est bon, on le prend ou pas le bouquin, voilà. Et puis après on décide de rentrer dans la lecture ou pas, dans la langue. Là, quand on est avec des personnes, il y a forcément un devoir de sociabilité, il faut faire l'effort d'accepter l'autre, même quand ça c'est génial, parce que du coup ça t'influence, ça te transforme un peu, dans le bon sens du terme. Et donc j'allais venir sur les influences, mais finalement les ateliers influencent plus que tes lectures et tes... Autant, mais en fait, par contre,
si il faut que j'ai un projet pour mener des ateliers d'écriture. Je me considère comme un cadre, pas comme un prof, peu importe. Parce que souvent, tu donnes, non, c'est pas tous des cours, c'est on vient, on écrit, et moi je vais donner un jeu qui va faire que tu vas. Mais en fait, les gens qui viennent, ils ont déjà des choses à dire. Et quand c'est dans un cadre scolaire, c'est pareil, c'est juste trouver le cadre. Parce que moi j'arrive comme une récréation. Mais en fait, ils vont écrire. Et a priori, en plus, à partir d'une thématique qu'on a trouvé avec la prof. Donc, en fait, je suis un prétexte pour elle, pour suivre le programme aussi. Donc c'est juste un angle qui permet d'aller vers un peu d'instruction, quoi. Et peut-être des nouveaux écrivains. Et certainement des nouveaux écrivains. Donc dans les auteurs qui t'ont inspiré, celui qui m'a plus inspiré, je pense, en tout cas en tant qu'auteur, c'est Kofi Kwaoulé. Donc c'est un auteur ivoirien. Et sa pièce, enfin il en a beaucoup, mais celle c'est Jazz, c'est J-A-2-Z, c'est une petite pièce de théâtre, il est dramaturge et romancier. Et voilà. Et en plus, j'ai eu son épouse en prof quand j'étais à la fac. Donc ça a cultivé mon idolâtrie envers lui. Et comme je ne l'ai pas rencontré, souvent quand on rencontre les gens, on est déçu. Lui, je ne l'ai pas rencontré, mais j'avais sa prof qui était incroyable pour moi, donc ça a cultivé. Donc lui, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Après, oui, tout à l'heure, je citais Chamoiseau, Condé, mais bon, je dis aussi du De Vigan. Mais ouais, Kofi Kwaoulé. Et Malcolm de Chazal. Lui, par contre, il est tout le temps sur mon chevet. C'est un auteur aussi antillais, qui est incroyable, mais il est très très peu connu. Parce qu'il écrivait des espèces d'aphorismes assez puissants, mais il en a fait des... Et ouais, lui, il fait des trucs sur les couleurs, les soleils, c'est assez... Bon bref, il est assez puissant, ouais. Il fait pas de... espèce de... il y a pas de... C'est pas des récits, quoi. C'est vraiment... mais il en a un pack qui est assez fou. Là, je pense ça parce qu'il est publié aussi... parce que je pense que c'est Folie, et je pense que cet auteur assez... le malgache, là... il a écrit ZA, vous voyez pas? ZA, Z-A. Putain... Lui, il a écrit Ruine aussi. Justement ici, pardon, je vais prendre Google. Parce que c'est... Rarami... Je dirais une bêtise. C'est filmé, pardon. Ruine. Là, vous demandez ce que j'ai mis pour trouver son prénom. Vous voulez que je vous le dise? Parce que maintenant, c'est ça qui intéresse. J'ai mis Ruine, auteur malgache. Voilà, j'ai mis Jean-Luc Rahari Manana. Ruine, extraordinaire. Ce texte... Et donc il est édité chez lui. Il est édité chez lui, mais il est pas... Parce que ce qui est bien avec cet éditeur, c'est que... C'est une super transition, j'allais glisser sur l'éditeur. Ah ouais, mais c'est parfait. Ce qui est bien avec cet éditeur, pardon, c'est qu'il n'est pas... il signe pas d'exclusivité. C'est-à-dire qu'on peut écrire ailleurs et revenir le voir. Ouais, on peut écrire le même texte. C'est-à-dire que là, j'ai pourtant le livre, et comme on imprime à la demande, si entre-temps l'auteur ou l'autrice veut aller voir ailleurs, c'est possible. D'accord. Ouais. Parce que c'est un sacré travail, puisque c'est un bel objet. En fait, en général, ils choisissent le tissu. Ils sont deux, donc il y a Daniel Bezas et Francine. C'est un couple, et lui, il est auteur, peintre. Et ça, c'est vraiment pour quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. D'ailleurs, un roman Cachalot, une merveille. C'est vraiment ce sont des personnes qui comptent, moi je pense, pour la littérature, et surtout ils veulent pas se développer parce qu'ils savent très bien les contradictions qu'il y a dans l'industrie du livre.
Ou par exemple, comme celui-là, il date de 2010, le Coffee, pardon. Oui. Ben, en fait, vous avez le commandé, mais comment ils stockent? Moi, c'est parce que j'ai un peu d'activité, mais à un moment donné, ils préfèrent passer au pilon que garder parce que ça coûte trop cher de garder. Enfin, eux, ils sont pas justement, ils sont un peu à l'opposé de ça. Ils pensent aussi planète beaucoup. Celui-là, il a été réédité d'ailleurs. Il avait été réédité, mais là, les exemplaires que vous avez eus, je pense qu'il doit en rester quelques-uns, mais on est sur la fin, celui-là aussi. D'accord. Et en fait, ils m'ont convaincu. Enfin, ils m'ont convaincu. Parce que ceux-là, ils sont numérotés. Hein, Ils sont numérotés et c'est à la demande. D'accord, parce que je voyais, il y a quand même pas mal d'exemplaires, a priori. Alors, c'est quoi? Ou alors c'est une numérotation par rapport à l'édition? Ça, c'est l'édition. D'accord. Ouais, ça, c'est l'édition. Non, ça, c'est pas... Non, ça arrête. Parce que pour vous donner un ordre d'idée de travail, pour faire... parce que j'ai une commande de mon recueil de poèmes pour la SNCF. Donc, j'étais un cadeau du comité d'entreprise, voilà. Pour les familles, ouais, c'est super. Très bien, j'étais content. Et en fait, on a donc une commande de 350 livres. Il a commencé en octobre pour finir en mars. Ils ont commencé en octobre pour finir en mars. Parce qu'ils les font à la main eux-mêmes, ou ils font faire... Ils font à la main eux-mêmes. C'est un joli travail. C'est un très beau travail, mais ça prend énormément de temps. Et ils veulent pas... ils aiment bien le fait que ça prenne du temps, que ça soit un travail d'artisan. Ils aiment bien cette idée. Et ils m'ont filé ils m'ont transmis enfin cette notion et cette envie de faire, enfin cette façon de faire, même dans les disques. Du coup, moi, surtout aujourd'hui, je suis attaché moi à l'objet, donc du coup, je suis pas du tout sur les plateformes de musique. C'est mon petit combat. Donc, j'achète encore la musique physique et aussi quand je peux c'est-à-dire que j'achète moi un album à 12 balles. Là où ça coûte 10 balles d'avoir toute la planète. Pour des raisons aussi un peu politiques, parce qu'en fait, quand on a toute la planète, finalement, on n'a rien, on retient pas, on a des listes qui sont générées, donc on perd un peu son caractère, quoi. Alors que quand on choisit, c'est différent. Et du coup, moi, les CD que je fais sur mes projets, c'est un nombre limité. Avant, je rééditais. Là, quand c'est fini, et je réédite. Donc c'est collector. Ah ouais, tout ce que je fais, et ça disparaît, et ça me va très bien d'ailleurs. Il y a des gens avec qui auront, et puis d'autres qui n'en auront pas. Mais je réédite pas. D'accord. Ouais. Donc il y a un rapport à l'objet, un rapport, ce que je disais, à la durée en fait des choses. Ah ouais, à la durée, puis au fait que ça passe aussi. C'est bien que ça... c'est ça aussi qui oblige à refaire, à repenser, à reconstruire. Peut-être, mais que l'objet disparaisse, ça veut pas dire que l'idée, tu vois. Donc moi, je me situe dans un courant d'idées qui était là avant moi, qui sera là après moi. Et moi, j'aimerais juste que ça reste dans la tête des gens qui m'aiment. Voilà. Mais sinon, disparaître, ça me va bien. Ouais. Comment on fera quand il n'y aura plus de lecteur CD? Il y aura le lecteur cassette. On est retourné au vinyle, tu vois. Maintenant, c'est vrai, quoi. Ils vont ressortir ils font tellement de choses, Bon, ils appellent ça un smartphone. Donc, du coup, toujours dans cette espèce de nostalgie, à ton avis, ils ont inventé quoi? Ça, c'est smartphone. Ils ont inventé le dumb phone. C'est quoi? C'est le téléphone idiot, qui est en fait un téléphone. Juste téléphone. D'accord. Et oui, mais ça en vogue, voilà. D'accord. Donc moi, je pense que ça va pas disparaître. Ça restera toujours un peu, mais pour certaines personnes, souvent des gens privilégiés. C'est comme les vinyles. Les vinyles, ça revient, mais quelle catégorie de personnes Oui, c'est ça. Nous, on a une collection de vinyles assez importante dans nos collections. Si vous voulez en emprunter, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que c'est beaucoup des collectionneurs qui ont le matériel pour les écouter et qui prennent le temps. C'est pas trop une pratique. Ah non, c'est pareil pour les DVD. Moi, j'aimais bien les DVD. Bon, les cassettes, j'ai encore des cassettes. Enfin, tous ces trucs-là, j'ai des traces. Parce que c'est aussi des traces artistiques, je trouve. On peut faire quelque chose avec ça. Mais bon, ça va pas totalement disparaître. Je pense que ça ne disparaîtra jamais vraiment totalement.
Enfin, c'est... Comme le papier non plus, a priori. Voilà, exactement. Alors que tu vois, quand les liseuses sont arrivées, oh là là, mais ça va, c'est impossible, c'est pas du tout la même chose, ça. C'est pas le même rapport, Mais en pas fait, du tout. au temps. Pas du tout. Mais bon, il y a un truc qui me fait quand même peur, c'est que écrire à la main, j'ai quand même l'impression que c'est un truc vraiment de vieux. C'est-à-dire que ça, parce que tout le monde tape tout le temps. Alors, moi je tape aussi, hein, mais par exemple, quand je veux écrire et être dans quelque chose où j'ai l'impression de m'enlever quelque chose et une espèce de plaisir en même temps de douleur, bon, je sais pas comment définir. C'est au stylo, au crayon, enfin c'est sur papier. Donc là, quand je dis que j'écris des romans ou certains morceaux, c'est sur papier. Et quand c'est pas un morceau, c'est juste une ambiance, enfin une ambiance. Il y a un peu de réflexion, mais ça m'a juste demandé de marcher un peu, de discuter un peu. Mais ça, je vais le taper parce que finalement, mais quand j'ai vraiment envie d'avoir qu'il y ait un fond, c'est écrit. Mais on dit aujourd'hui que le travail en fait d'écriture fait fonctionner autrement le cerveau et que par exemple pour enregistrer, pour toucher l'émotionnel, c'est le fait d'écrire à la main avec le geste qui fait que ça imprègne plus. Oui. Donc, j'espère que je touche ça. On va arriver au bout de notre rencontre. Ben merci. C'était chouette. Merci beaucoup. C'était cool. Merci à toute la médiathèque, c'était cool. Merci.